Moteur! Allons-y! Moteur! Et la nuit m'envahit, tout est brume, tout est gris. Alors voilà, vous avez entendu, je pense que vous l'avez reconnu, peut-être pas, mais enfin c'est Damia, c'est une chanteuse des rues. Et donc, je vais vous parler d'un film où on utilisait ces chanteuses de rue en contrepoint quelquefois d'histoires effroyables, parce que nous sommes en 1933. Et là, je vais vous parler d'un film. Finalement, c'est bien de revoir des films de cet ordre. C'est un film de Julien Duvivier, La tête d'un homme. Alors, ceux qui aiment le polar, alors là, ils seront servis parce que c'est vraiment un film qui est très très bien construit, comme toujours dans les films de Duvivier. Alors, je vais pas vous expliquer qui est Duvivier, mais quand même, il y a des petites choses qu'on est obligé de dire. Ça permet de mieux comprendre son cinéma. Notamment, je crois que j'ai dû vous parler sur ces mêmes antennes de Marie-Octobre. C'était un film de 1959. C'était un thriller aussi extrêmement bien réalisé. Il y avait Daniel Darieux au centre de l'histoire et c'était une mise en scène, mais alors vraiment au cordeau, fluide, efficace, avec des acteurs bien choisis. Il y avait Blier, jeune à l'époque, Paul Meurice, toujours formidable. Et c'était l'histoire d'anciens résistants qui se réunissaient après la guerre et qui essayaient de savoir qui et pourquoi leur commandant avait été donné à la Gestapo. Donc, sacrée histoire, et c'était super. Et il faut quand même savoir aussi que Duvivier, je ne veux pas vous citer tous les films de Duvivier, mais c'est aussi La Belle Équipe. Vous savez, La Belle Équipe avec Gabin, avec Charles Vanel, et la fameuse chanson « Quand on se penche au bord de l'eau, tidadadam ». Enfin, je vais pas vous chanter ça, mais voilà. Vous tidadadam, tidadadidadadidadada. Donc, je chante très faux, mais c'est pas grave. Vous avez reconnu la chanson. Bon, donc tout ça, c'est Duvivier. C'est un excellent réalisateur. Et en revanche, il faut quand même reconnaître que tout le monde s'accorde à dire qu'il est excellent réalisateur, c'est un fin technicien, mais un caractère de cochon, ou peut-être même de chien, je ne sais pas, il est jamais content, il est très peu aimable, il est râleur, je crois que personne l'a vu sourire, et en réalité, il semblerait qu'il soit surtout d'une timidité maladive. En tout cas, c'est ce que Bertrand Tavernier nous révèle dans un documentaire qu'il a fait sur ce cinéma français, ça s'appelle Le cinéma français dans les années 30-40. Alors ça, je trouve, il faut rendre hommage à Bertrand Tavernier qui a eu l'extrême bonne idée de remettre pas au goût du jour, mais en tout cas de nous faire reconnaître des réalisateurs extrêmement talentueux qui ont été virés, mis dans l'ombre par la nouvelle vague, avec Truffaut, Godard, etc., avec tous leurs complices. Et donc, c'est quand même dommage. Et Tavernier nous sort ces réalisateurs de l'ombre. Et moi, je pense que c'est une très bonne idée. Et c'est vrai que j'ai revu, donc, évidemment, pour vous parler du film, ce film de Duvivier. Oui, ça mérite quand même qu'on voit ces films quand on aime le cinéma, qu'on veut devenir cinéaste ou même qu'on veut tout simplement apprendre à lire les images, eh bien, faut regarder ce genre de film. Alors, certes, tous les films de Duvivier sont des films très sombres, mais très sombres, hein. Les gens sont très sombres. Ils sont le mal absolu. Leurs actes et sont d'une noirceur, mais à couper le souffle, mais il va jusqu'au bout, quoi, voilà. Et d'ailleurs, il y a une anecdote, Daniel Delorme, qui jouait dans un de ces films de Duvivier, je crois que c'était Le Temps des Assassins, c'était un film de 1956, à peu près. À un moment, elle se faisait battre avec un fouet par une autre femme, et Daniel Delorme a dit à Duvivier, mais pourquoi tant de hargne, enfin, etc. Et alors Duvivier a répondu, tout simplement, c'est parce qu'elle est méchante. Voilà, donc elle est méchante, alors elle bat avec son fouet. Enfin, vous voyez, c'est pour vous dire que il y avait même pas de nuance, quoi. Voilà. Et c'est en même temps, c'est ce qui est très intéressant. C'est vrai que Duvivier avait fait des études en psychiatrie. Alors, est-ce qu'il connaissait bien les gens grâce ou à cause ou malgré, je ne sais pas de ça. Bon, enfin voilà, ça les psychiatres jugeront, évidemment. En tout cas, une chose est sûre, pour le film La tête d'un homme, c'est que Duvivier nous montre dès le départ la gravité de la sanction. Parce que nous avons la photo d'une guillotine. Elle est présente pendant tout le générique début. Et en plan sonore,
une chanteuse des rues, comme vous venez d'en entendre pour démarrer l'émission. Alors la première séquence est dans un bar, la caméra est très fluide, elle suit un homme qui ment, qui doit de l'argent, qui a peur de sa femme parce qu'il la trompe. Et la séquence se termine devant un miroir dont on sait que, vous savez, le miroir c'est un objet intéressant en cinéma, parce que tout d'un coup, soit vous pouvez filmer que le reflet de la réalité, soit vous pouvez mettre dans le même plan la réalité et la virtualité. Donc ça veut dire que dès que vous voyez tout d'un coup qu'il y a un miroir et que les personnages sont doubles, oui, vous pouvez penser effectivement sans vous tromper que vous allez avoir des personnages qui sont doubles. C'est le cas de cet homme qui est dans ce bistrot. Et donc un papier tombe de sa poche, la caméra va suivre ce papier et il est ramassé par une femme. Et ben c'est justement la femme de cet homme. Et on va découvrir que il y a une espèce de tractation comme ça. Voilà. Donc je vais pas vous raconter le film, c'est pas grave. Mais enfin voilà. Donc ça veut dire que tout d'un coup cette femme est, on va pas dire qu'elle est complice, mais elle est au courant, en tout cas, de ce qui se passe. Et Duvivier, dans la construction de son film, nous dit tout de suite tous les enjeux, les objectifs des personnages. Ça, c'est bien parce que nous sommes en 33. Alors évidemment, aujourd'hui, vous avez Colombo, machin, c'est construit de cette façon-là, ça c'est sûr. Mais à l'époque, 1933, c'était quand même très rare. D'habitude, c'était, on voyait un homme assassiné, mais on ne savait pas du tout qui l'avait fait, puis on faisait l'enquête, puisqu'il s'agit quand même, j'ai oublié de vous le dire, mais je vous le dis dès maintenant, le film est quand même l'adaptation d'un roman de Siménon avec le fameux Maigret. Alors voilà, donc on mène une enquête. Et donc, c'est mené très très bien parce que on revient sur ce billet et d'ailleurs comment dire, il y a une connivence entre les personnages, tout ça se trouble. Enfin, c'est très bien fait parce que c'est à la fois lumineux et en même temps complexe. Et donc la deuxième séquence après ce bar, ça commence par un film. C'est comme si c'était un film fantastique. Vous voyez, il y a un mélange de fantastique, mais d'allemand. C'est-à-dire que il y a une porte et tout d'un coup vous voyez, c'est presque Nosferatu qui arrive. Et donc c'est un personnage qui va venir, en effet, qui rentre dans une pièce. On ne sait pas qui il est. Il a une lampe de poche, donc vous voyez cette espèce de lampe, juste petit point lumineux qui se balade sur une porte, qui se termine sur la poignée de la porte, puis avancer dans le noir et on découvre sur l'image un homme qui avance, il va jusqu'au lit, il pose ses mains sur un corps et puis recule méchamment et il va s'adosser à la porte et il pose ses mains sur la porte qui sont des mains qui sont ensanglantées parce qu'il a touché un cadavre et il laisse des traces. Voilà. Les traces, ça c'est très important parce qu'en même temps, ça dit tout et ça ne dit rien. C'est-à-dire donc il est tétanisé, d'autant plus qu'une porte va s'ouvrir et qu'un homme, filmé de dos, on ne sait pas du tout qui il est, va s'avancer vers lui. Qui est-il? Un policier, un complice? On ne sait pas. Mais on comprend assez vite qu'il est le commanditaire du meurtre et c'est lui qui a donné des ordres. Et il assure à ce pauvre type qui est rentré, au fond, il a rien fait. Lui, on lui avait dit qu'il y avait juste du pognon à prendre. Alors il est allé dans le noir, machin, etc. Mais en réalité, il lui dit, ne t'inquiète pas, tu dis simplement que tu ne me connais pas, que tu ne connais personne, tu y es allé juste par tes propres moyens, et surtout, de toute façon, ne t'inquiète pas, j'effacerai tout. Et voilà, il n'effacera rien. Et les traces, ben oui, ça dit quelque chose, évidemment. Alors cet homme est joué par un comédien au physique un peu inquiétant, ce commanditaire, un personnage, ça c'est quand même là aussi au point de vue casting, c'est intéressant parce que c'est quand même le méchant qui a la gueule d'un méchant, très inquiétant. Il s'appelle Valéry Inkijinov, c'est-à-dire je crois qu'il est, je ne sais plus, enfin il est des pays de l'Est, je saurais pas dire lequel exactement. Et c'est un monstre, mais c'est là que c'est intéressant, mais là évidemment c'est Simenon, c'est-à-dire qu'il va y avoir tout d'un coup comme un duel entre ce personnage qui est un monstre, certes, mais intelligent. Vous voyez, les monstres, c'est pas toujours des petits cons, pardon, des gens qui, voilà. Là, c'est un type extrêmement, il est pervers, il est intelligent, et il va donner du fil à retordre à son double, si je puis dire, mais dans le côté bien, c'est-à-dire Maigret. On connaît les qualités du personnage qui sont signées Georges Simenon, que de nombreux comédiens ont interprété de ma part, et là, ici, c'est Harry Bor. Harry Bor, moi, j'ai toujours entendu parler de Harry Bor par mes parents, et c'est vrai que c'est un personnage, il y a une force tranquille qui se dégage de cet homme, et donc c'est quand même très intéressant parce qu'il a une prestance indéniable, il est discret, mais il est attentif, il est présent, voilà, donc c'est vraiment comme ça qu'on s'imagine ce fameux Maigret qui est plein d'humanité.
Et la séquence du crime, enfin qu'on vient de voir, enfin, va se terminer par un fondu au noir. C'est comme d'un point de vue à l'époque en 1933, c'est comme un point et je passe à autre chose. Et la suite va nous montrer le faux tueur, donc ce type qui a mis ses traces un peu partout, qui va se réfugier dans sa famille. On s'aperçoit que c'est un pauvre bougre qui est quand même, un paysan qui raconte tout à sa mère, voilà. Et puis il y a, alors puisque je vous parlais de Harry Bohr, on peut peut-être quand même l'écouter dans une petite, juste une petite séquence. T'as déjà vu quelque part le type qui est à la porte? Monsieur Ferrière, connaissez-vous cet homme? Je le connais pas. Non, je ne l'ai jamais vu. Ça va, ça va. Continuons. Alors, vous êtes monté au premier étage. Eh bien, faites voir. Allez, vite, vite, allez. Bon, attends. Oui. Allons, faites rester ces gens-là. Circulez là un petit peu, là. Voilà, alors évidemment, non, et tout ça était très exact. Hein. Alors je veux pas trop vous raconter dans le film parce que pour ceux qui aiment le polar, il y a quand même du suspense, donc je vous laisserai découvrir l'histoire proprement dite. Mais donc là, il va y avoir une reconstitution dans la chambre avec ces fameuses traces. Et alors là, évidemment, la tête du pauvre type qui est venu pour prendre quelques billets, quand il découvre que les traces n'ont pas été effacées, c'est vrai que c'est un peu complexe, voilà. Et donc, et c'est là que Maigret, qui est très fin, ça lui met la puce à l'oreille. Il dit, c'est pas possible, quoi. Un type qui vient tuer, qui a tué cette femme, puisqu'il y a une femme quand même qui est tuée, si vraiment il efface pas les traces, c'est qu'il est quand même, c'est un bleu, quoi. C'est pas possible, voilà. Alors c'est vrai que tout d'un coup, on pense, vous savez, à Omar m'a tué. C'est quand même, j'écris, voilà, c'est tout ça est complexe, mais en même temps c'est intéressant. Donc les séquences successives vont remonter jusqu'au vrai commanditaire qui a commandité à ce type qui est un fumier, enfin etc. etc. Et vous avez des cadrages qui parlent aussi très fort, puisque souvent le prévenu il est serré en très gros plan dans une comment dire, c'est un cadrage dans un cadrage, il est derrière une fenêtre, c'est-à-dire que son espace de liberté est vraiment rétréci. Et souvent aussi Duvivier filme les gens en légère plongée, ce qui les écrase et peut faire penser en effet que la sentence sera dramatique. Et même si Duvivier montre le faux tueur qui pleure lorsqu'il découvre les traces de ses mains sur la porte, avec sa tête qui dit non, car comme évidemment on lui a demandé de ne rien dire, il y a quelque chose il y a une gestuelle. Alors c'est vrai qu'on n'est pas loin du cinéma muet, c'est pour ça que il y a des gens qui disent ouais ils en font trop. Ben oui, le cinéma est devenu sonore dans les années 27, hein, donc on est en 33, donc on est encore dans le début du sonore. C'est vrai que les comédiens ont d'abord joué dans du muet, donc c'est vrai que les expressions sont peut-être excessives, mais en même temps, ce qu'il faut voir, c'est la réalisation, la qualité et le sens des plans. Notamment, il filme à un moment une descente d'escalier, et il y a un personnage qui va s'arrêter derrière la cage d'escalier, mais il filme non seulement en plongée, mais en plus derrière les barreaux. Ça veut dire que tout d'un coup, on a la sentence, quoi, d'une certaine façon. Il y a aussi, ça aussi d'un point de vue, mais ça c'est Simenon, ils prennent ce type qui a piqué, mais enfin c'est pas lui qui a tué incontestablement, et ils s'arrêtent, ils sont dans la voiture, donc là aussi, on est dans un microcosme, puis tout d'un coup ils s'arrêtent, ils font croire que la voiture a une panne et ils viennent suggérer à ce type de s'évader. Et là aussi c'est intéressant, le cadrage il est là, il est un peu interloqué parce que c'est quand même un pauvre bougre et il finit par partir, c'est une fausse panne et évidemment c'est quand même quelque chose d'assez osé que fait Maigret. Et donc Maigret, c'est là qu'il dit la chose qui correspond au titre du film. Il dit oui, je veux savoir exactement ce qu'il en est parce que nous jouons la tête d'un homme. Et oui, ça veut dire qu'à un moment, il faut quand même remettre les pendules à l'heure. Nous jouons la tête d'un homme. Et ça veut dire que c'est le Maigret profondément humain qui sait quand même qu'on ne peut pas... il faut aller très loin dans la réflexion et pour trouver le vrai coupable quand même. Ça me paraît la moindre des choses, voilà. Et donc la poursuite va amener le vrai tueur parce c'est lui qui va amener la police qui le suit, qui va l'amener à son commanditaire, évidemment. Il y a un face-à-face avec ces deux comédiens
Haribor et Inkjinov, il faut que je me concentre pour dire son nom, qui tient, donc je vous l'ai dit, c'est les deux personnages, l'un en face de l'autre. Il y en a un qui est arrogant. En plus de ça, il boit du lait. Ça, c'est très intéressant. Et on s'aperçoit que petit à petit, sans vouloir faire de psychanalyse de bistrot, le personnage qui était commanditaire et qui tient tête à Maigret, c'est quand même un type assez étonnant. Ils sont tous les deux futés. Il y en a un qui est futé, mais pour le bien, et l'autre pour le mal. Face à face, d'autant plus dense que en off, toujours, on entend la chanteuse des rues. Ça veut dire que c'est un jeu. Et d'ailleurs, si on écoute la chanson, elle dit... je vais pas rentrer dans le détail des paroles de la chanson. Le personnage, le commanditaire, va commencer à dire qu'il est obsédé par cette voix. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il agit, c'est toujours quand il entend cette voix, il lui a même donné un corps. Là aussi, c'est quand même une réflexion sur le cinéma. C'est-à-dire que le son seul vous permet d'avoir l'image. Tu entends, Pierre-Jean? Eh oui, ça c'est très important parce que nous sommes à la radio. Le son permet d'avoir l'image. Mais oui, voilà. Donc on fait penser que cet individu, on peut penser qu'il a un problème avec sa mère. Bon, enfin ça c'est un autre sujet. Il s'appelle Radek. Donc l'étau va se resserrer. C'est un film qui est très bien fait, très bien monté. Hein. Il faut absolument voir ça parce que c'est le b.a.-ba du cinéma et de l'art de raconter en images et en son. Les choses vont s'accélérer. Il y a souvent un montage parallèle. Ça aide aussi parce que ça fait avancer l'action à grands pas. Donc c'est un beau montage. Des images sont magnifiques. Et toujours en off, on entend la voix de la chanteuse des rues, la nuit m'envahit, tout est brume, tout est gris. Voilà, tous les films de Duvivier sont noirs. Les paroles signent l'état d'âme constant d'ailleurs de Duvivier, puisque tout le monde le disait, qu'il était vraiment dans une brume noire, de ces films toujours noirs. Et donc, Darek, en même temps, oui, il y a de quoi, parce que quand même dans cette aventure, il va y avoir un jeune policier qui est tué. Voilà, et donc le personnage principal, c'est-à-dire ce commanditaire qui a mené ce meurtre, il va finir... Non, alors je vais pas vous le dire, parce que sinon j'ai encore divulgaché, mais il dira, en tout cas, c'est moi qui ai tout combiné. C'est moi qui ai tout inventé. Il est très fier de ça, il est comme le démiurge de la chose. Eh bien, il est comme un réalisateur. Alors, je vais pas aller dire que ce Darek, c'est un peu Duvivier, mais enfin, pourquoi pas, il y a un peu de ça, quoi, voilà. Et donc, c'est d'autant plus curieux que il faut quand même savoir que Duvivier, il est mort assez bêtement, crise cardiaque dans sa voiture, et il a même, il a embouti, je crois, la voiture d'un ministre. Je me souviens plus là très bien. Voilà, il est décédé à l'hôpital. C'est une fin aussi très étrange, quoi. Il était dans sa voiture. Voilà, et je trouve qu'il y a des accointances et des comparaisons possibles avec ce film La tête d'un homme. Et nous allons tout de suite écouter un extrait. Et puis je me suis enfui. Tout de suite? Oui. Pourquoi n'as-tu pas effacé tes empreintes?